Bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Dans une semaine, premier tour de la primaire de droite. Alain Juppé est favori depuis des mois. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, plus récemment ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, ne promet ni le renouveau, ni de renverser la table, contrairement à certains de ses concurrents, même si son programme n'est pas forcément très éloigné de celui des autres. Alain Juppé, notre invité, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Merci. Et une première question, puisque vous avez dit récemment que si vous perdiez la primaire, vous respecteriez le résultat à condition que la primaire soit honnête. Ça veut dire que vous avez des doutes sur l'organisation? Juste avant de vous répondre, un petit retour sur votre présentation. Je promets moi aussi des réformes profondes. Vous dites que je ne promets mais pas vous n'avez pas, des formules comme ça. Je m'engage sur des réformes profondes. Alors, sur la primaire, je n'ai aucune raison de penser aujourd'hui qu'elle ne se déroulera pas dans de bonnes conditions. Le comité d'organisation, la haute autorité ont fait un très bon travail et donc je suis très serein sur la façon dont les choses vont se dérouler. Il reste encore un petit problème, c'est de bien expliquer comment ça se passe. Oui. Comment on trouve le bureau de vote où on peut aller voter. Il y a un site internet, il y a un numéro d'appel. Cette phrase, vous ne la retirez pas alors? Non, vous me dites si elle est honnête, et je pense qu'elle va être honnête. Vous pensez, mais vous ne retirez pas la phrase pour autant. Écoutez, je pense qu'elle va être honnête, c'est ce que je vous dise de plus. C'est pas le problème aujourd'hui, je pense qu'elle va bien se dérouler, et qu'il y a une forte mobilisation. On l'a vu d'ailleurs dans l'inscription des Français de l'étranger, qui se sont inscrits, très nombreux pour aller voter. On va commencer par les cérémonies sobres et brèves de ce matin. Un an après les attentats de Paris et Saint-Denis, plusieurs plaques avec les noms des victimes ont été dévoilées. Après le concert de Sting hier soir au Bataclan, vous étiez, vous, hier soir au restaurant du Petit Cambodge. C'est l'un des restaurants dont l'une des terrasses avait été fusillée. Il y avait eu 15 morts. Ça a une signification particulière, ce lieu, pour vous ? Écoutez, il se trouve qu'un membre de ma famille proche habite ce quartier, était présent le 13 novembre dans le quartier. Donc nous avons voulu dîner avec des amis dans ce restaurant qui a été entièrement rénové. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là et on sentait chez eux la volonté de ne pas se laisser impressionner et de maintenir leur mode de vie et d'une certaine manière leur joie de vivre aussi. Il y a quelques semaines, il y avait une idée qui avait été suggérée qui était de créer une journée d'hommage à toutes les victimes du terrorisme. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Je pense qu'il faut faire mémoire de ces actes de terrorisme qui sont nombreux. Depuis 2012, Mohamed Merah, ce qui s'était passé à Montauban et à Toulouse, et puis vous connaissez toute la suite, bien sûr. Et je pense qu'il est important que la nation commémore ces événements. Mais une journée particulière, vous seriez favorable ? Si vous étiez président de la République, vous feriez ça ? Je ne sais pas s'il faut multiplier les journées particulières, mais en tout cas, des actes de mémoire comme ceux qui ont été organisés aujourd'hui, qui le seront d'ailleurs tout au long de la journée, sont nécessaires parce qu'il ne faut pas oublier, il faut penser d'ailleurs aux familles des victimes, aux blessés qui sont parfois encore dans la souffrance, donc il faut les accompagner, bien entendu. Vous avez dit aussi sur votre blog ce matin que face au terrorisme, tout dirigeant doit être responsable et à la hauteur. François Hollande a-t-il été à la hauteur ? Je pense que face aux actes terroristes qui se sont succédés, hélas, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, il y a eu une forte mobilisation, d'abord de la nation tout entière, et puis le gouvernement a fait son devoir. Mais François Hollande, il a été à la hauteur ? Je pense qu'il a effectivement réagi comme il devait réagir. La question de savoir aujourd'hui, c'est si nous avons tous les moyens de faire en sorte que la lutte contre le terrorisme soit gagnée et que la sécurité des Français soit assurée. Alors et cela, il y a encore là-dessus beaucoup de progrès à faire. Je pense en particulier au renseignement qui n'a pas encore atteint, je pense, l'efficacité qu'il devrait avoir. Nous avons fait une erreur avant 2012 en supprimant ce qu'on appelait à l'époque les renseignements généraux, c'est-à-dire le renseignement territorial au plus près des citoyens. Il faut absolument renforcer ce renseignement parce que c'est de là que viennent les signaux faibles. Ça, c'était Nicolas Sarkozy qui avait supprimé ça. Oui, enfin, vous savez, moi je critique pas ce qui a été fait avant 2012. Je regarde simplement je resitue juste. La réalité en face. Il faut reconnaître ses erreurs. Et j'en étais. J'étais au gouvernement de 2011 à 2012. Vous assumez. Donc, je ne me défausse pas sur des camarades. Je dis simplement que nous avons fait des erreurs. Celle-là, il y en a eu d'autres. Et donc, il faut les corriger. Nous avons eu si tort de diminuer de 10 000 le nombre des fonctionnaires de police et de gendarmerie présents sur le terrain. Et il faut absolument rectifier cette erreur aujourd'hui. Alors, parmi les outils, il y a l'état d'urgence. Notamment, Manuel Valls a laissé entendre qu'il pourrait être prolongé justement jusqu'à la campagne présidentielle. Peut-on vivre en état d'urgence permanent ? Tant que la menace est aussi forte qu'elle est aujourd'hui, on sait qu'elle est maximum, il faut que les pouvoirs publics se donnent les moyens de réagir. Mais vous savez, l'essentiel, c'est pas tellement la proclamation de l'état d'urgence qui permet de faire des perquisitions de... Mais il faut le prolonger. Est-ce qu'il faut le prolonger ? Il faut le prolonger tant que la menace est à ce niveau, mais surtout, il faut agir sur les autres terrains qui sont absolument prioritaires et en particulier donner à la police, à la gendarmerie, aux forces de l'ordre en général, à nos armées, les moyens d'assumer leur mission. Je pense en particulier à nos policiers que j'ai rencontrés longuement la semaine dernière. Il faut absolument qu'ils se sentent soutenus par les pouvoirs publics et un des graves problèmes qui se posent est celui de leur légitime défense. Il faut revoir les règles de légitime défense pour qu'ils ne se
trouvent pas immédiatement traduits devant les tribunaux dans la mesure où ils se défendent. Il y a un autre outil qui est le renseignement, vous le disiez tout à l'heure. Le gouvernement veut créer un fichier qui s'appelle TESS pour lutter contre les faux papiers d'identité. Toutes les données des Français seraient dans ce grand fichier et les services antiterroristes et de renseignement y auraient accès. Est-ce qu'il faut des garde-fous malgré tout? Il faut des garde-fous, ils existent ces garde-fous. Nous avons une commission nationale informatique et liberté qui est chargée précisément de se prononcer sur ce type d'initiative. Nous devons nous donner les moyens. Mais ce fichier-là, vous êtes pour? Nous devons nous donner les moyens de lutter contre le terrorisme. Il s'agit là de détecter les trafics de faux papiers, de faux passeports et de fausses cartes d'identité qui sont un véritable fléau. Donc je pense qu'il faut que, dans le respect des grands principes de l'état de droit, donc de l'intervention de la CNIL, nous ayons les moyens d'agir. Donc ce fichier, oui. Vous êtes favorable? Oui. D'accord. Pour Nicolas Sarkozy, la France est en guerre, dit-il, et il précise, contre un islam politique. C'est un mot qu'on retrouve ailleurs aussi, Manuel Valls le dit. Vous dites pas ça. Pourquoi? L'islam politique, c'est quelque chose qui vous gêne? Pas du tout. D'abord, permettez-moi, mais c'est pas très original de dire qu'on est en guerre. Tout le monde le dit. Contre l'islam L'État islamique nous a déclenché la guerre, nous a déclaré la guerre, et il faut mener cette guerre. Je l'ai dit déjà, d'autres l'ont dit aussi. Nous sommes tous persuadés de cela. Il faut donner les moyens de gagner cette guerre. Moi, ce que je combats, c'est le radicalisme islamique sous toutes ses formes. Il y a aujourd'hui une radicalisation de la religion musulmane qui est inacceptable parce qu'elle est incompatible d'abord avec nos principes et qu'ensuite elle nous menace. Donc il faut lutter contre cette radicalisation sans merci, partout où elle se manifeste, à l'école parfois, où l'on conteste des vérités historiques qui ne sont pas contestables, ensuite sur les réseaux sociaux. J'ai dit que c'était de la poubelle. Alors justement, souvent de l'information. Et c'est largement vrai. Il y a des choses formidables sur les réseaux sociaux, mais il y a des choses aussi ordurières. On va y revenir. Je voulais terminer sur la radicalisation. Il faut aussi lutter contre la radicalisation dans les prisons. Il y a longtemps que je propose la création d'une police pénitentiaire. On y vient enfin. Et puis enfin, dans les lieux de culte. Lorsque dans un lieu de culte, on prêche contre la République et pour la violence, il faut le fermer. Et si c'est un imam étranger, il faut le renvoyer chez lui. Alors, vous voyez que là-dessus, j'ai une position extrêmement claire et déterminée. C'est clair. À propos de réseaux sociaux et d'imams, vous êtes accusé sur les réseaux sociaux d'être proche, trop proche, de Tarek Oubrou, qui est l'imam de Bordeaux, à qui vous avez remis la Légion d'honneur, et qui est soupçonné d'avoir des liens avec l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Ça tourne beaucoup, je vous le disais, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous envisagez des poursuites pour ça? Écoutez, c'est très difficile de poursuivre des anonymes, parce que c'est courageux, les réseaux sociaux, comme vous savez. Toutes ces attaques qui sont de la calomnie pure et simple sont en général anonymes. On a commencé par dire que j'avais fait construire à Bordeaux la plus grande mosquée de France et même d'Europe à coup d'argent public. J'ai mis au défi qui que ce soit de la trouver. Elle n'existe pas. Ensuite, on m'a baptisé de Ali Juppé, et ainsi de suite, du grand mufti de Bordeaux. Et voici maintenant qu'on m'accuse d'être salafiste et antisémite. Tout ceci, ce sont des ragots et des calomnie. Mais qui porte ça? Oh, écoutez, c'est signé, c'est l'extrême droite et puis tous ceux qui défendent un peu ces idées aussi. Tarek Oubrou, je ne sais pas quel est son passé et je n'ai pas l'intention de m'y plonger. Se constate aujourd'hui quoi? C'est qu'il écrit des livres. Il tient des responsables juifs à l'organisation de rencontres judéo-musulmanes qui se tiennent quasiment tous les ans dans la région Aquitaine. Alors voyons, arrêtons de stigmatiser cet homme qui, par ailleurs, fait l'objet aujourd'hui d'une fatwa de Daesh qui le condamne à mort. Vous voyez à quel point tout ceci est déformé et cherche à me faire porter des responsabilités qui ne sont évidemment pas les miennes. C'est un de mes interlocuteurs. Je vous signale que je réunis très régulièrement, 2 fois par an, le cardinal archevêque de Bordeaux, le grand rabbin de Bordeaux, le représentant des protestantes, le représentant des musulmans en la personne de Tarek Oubrou et les représentants d'autres spiritualités de la ville. Et ça se passe très bien. Et c'est comme ça que nous avons maintenu à Bordeaux une certaine sérénité dans les relations humaines. Donc je n'ai pas l'intention de changer sur ce point. C'est clair. On va passer à l'élection de Donald Trump parce que ce qui s'est passé aux États-Unis bouleverse le monde politique et interroge tout le monde, y compris en France. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut écouter la voix du peuple. On est allé à Auneau, c'est en Eure-et-Loire, prendre le pouls des Français. La connaissance paraît presque nécessaire dans un monde qui aujourd'hui est en proie au doute. On nous a promis plein de choses dans le petit village. On nous a promis des trottoirs, on nous a promis des belles routes, qu'on n'a rien. Au niveau des taxes, des impôts, c'est très dur. Enfin, moi j'ai que 23 ans, mais je vois quand même que d'année en année, c'est de plus en plus difficile. Mais les retraités, ils n'en peuvent plus non plus. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup écoutés pour nous, personnels soignants, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite. Cette défiance du politique, elle se croise avec une courbe croissante du chômage. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'attente des Français, c'est l'emploi. Ils poussent les gens à voter justement pour l'extrême droite.
vrai qu'on ne pensait pas que Trump il serait passé, hein, parce qu'avec les idées qu'il a. De toute façon, ce qui s'est passé là aux États-Unis, ça va jouer énormément pour nos élections, nous. Hein. On va voir comment ça va se passer. Ce qui se passe aux États-Unis, ça ne me concerne pas trop, mais voilà. N'hésitez pas, monsieur. C'est le Front National, monsieur, avec l'immigration. L'élection de Donald Trump aux États-Unis s'est confirmée. C'est la population qui a décidé ainsi. Et Marine Le Pen peut tout à fait correspondre et répondre aux besoins du Français. J'ai jamais voté, je crois que je ne voterai pas. Moi, je vais voter, mais je ne sais pas encore exactement. Je suis indécis, mais je me déplace. Hein. Je fais pas de. Non. On est dans un petit village, voilà, Juppé ou Sarko ou Tartampion. Faut arrêter, quoi. Que le meilleur gagne. Alain Juppé, vous avez vu, les Français, ils doutent beaucoup, ils ne savent plus tellement où donner de la tête. Comment pouvez-vous leur dire que vous êtes la solution ? Vous savez, depuis 2 ans maintenant que je suis entré en campagne, je suis allé, je crois, dans 75 départements de France. Et vous entendez ça ? C'est pas la totalité. Je suis allé dans beaucoup de villages, comme celui que l'on vient de voir. J'ai beaucoup de contacts avec les maires qui me soutiennent en très grand nombre. Et donc, je suis parfaitement conscient de ce qui se passe et de ce sentiment d'abandon, en particulier de la ruralité. Aujourd'hui, nous avons un pays dans lequel nos métropoles, nos grandes villes, nos grandes métropoles se développent plutôt bien. Bordeaux en particulier, mais d'autres aussi, et puis ce sentiment d'abandon dans la ruralité. Il faut absolument réconcilier ces deux France qu'on voit s'écarter sous nos yeux. Eh bien, en lançant un véritable plan sur la ruralité, j'ai fait des propositions très concrètes, qu'on ne va pas avoir le temps naturellement de dérouler. Par exemple, couvrir beaucoup plus vite que ce n'est prévu l'ensemble du territoire rural en téléphonie mobile et en très haut débit. Aucune entreprise n'ira s'installer dans un petit village si elle ne peut pas se connecter. Ensuite, maintenir des services publics locaux de proximité, sous d'autres formes, trouver des solutions pour lutter contre la désertification médicale, des maisons médicales par exemple, dans lesquelles on peut accueillir plusieurs médecins ou plusieurs soignants en même temps. Et puis enfin, j'ai lancé l'idée de zones rurales franches, construite à partir d'un projet de territoire élaboré par les habitants et par leurs élus, pas par Paris et par l'administration, zones franches dans lesquelles l'État pourrait apporter des exonérations fiscales et également des simplifications de procédures. J'ajoute une dernière chose, c'est que la ruralité, c'est aussi l'agriculture. Notre agriculture, qui a été la première d'Europe et une des premières du monde, est aujourd'hui en grande détresse. Il faut aussi remettre nos agriculteurs au rang qui doit être les Ce que vous nous expliquez là, c'est la fracture sociale que Jacques Chirac avait théorisée il y a 20 ans. Donc on est toujours dans la fracture sociale, rien n'a été réglé. 1995 n'est pas aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Mais rien n'a été réglé. Je crois que cette division entre deux France, une France entreprenante, une France conquérante, une France qui est à l'aise dans la mondialisation, et puis une France qui décroche, une France qui est en souffrance, elle existe toujours aujourd'hui. Il y a deux façons de procéder. Ou bien on les dresse les unes contre les autres en les clivant, ou bien on essaye de les réconcilier. Moi, je veux les réconcilier pour que la France qui est en forme, et il y a une France en forme aujourd'hui, entraîne la France qui est encore en panne. Ce qui vous permet probablement de dire que vous promettez le plein emploi en 2022. Alors le plein emploi, on va tout de suite dire, c'est moins de 5% de chômage, c'est pas zéro chômeur. Non, c'est entre 5 et 6% de chômage. Voilà. À peu près, c'est parce qu'il y a toujours des gens qui quittent un emploi pour en reprendre un autre. Oui, je ne me contente pas de promettre le plein emploi, j'ai défini une stratégie pour y parvenir. Et pour moi, cette stratégie, elle repose sur une idée simple, c'est qu'il faut que ceux qui créent des emplois aient la capacité de le faire, c'est-à-dire les entreprises. Alors, il y a une autre méthode, donc baisser les charges sur les entreprises, il faut leur donner plus de souplesse et plus de liberté, il faut rapatrier le dialogue social dans l'entreprise. Mais il y a peut-être une autre méthode. Voilà toutes sortes de choses que j'ai proposées de façon très concrète et très précise. Donald Trump lui dit, moi aussi, je vais créer des emplois, je vais relancer les investissements publics, les grands travaux. Est-ce que vous pourriez faire ça, vous ? Ben on le fait. Écoutez, M. Trump n'a rien inventé, sauf que les États-Unis, les États-Unis sont extrêmement en retard sur les grands travaux. Ils ont des infrastructures absolument lamentables. Je vous signale que nous le faisons. Je vous invite à Bordeaux l'année prochaine pour l'inauguration de la ligne à grande vitesse. Hier, j'étais au Havre et j'ai préconisé à la fois une stratégie globale pour développer nos ports et soutenu le projet de canal Seine-Nord qui va irriguer tous les Hauts-de-France. Vous voyez qu'on n'a rien à prendre de M. Trump dans ce domaine-là. Donc les grands travaux, ça fait partie aussi de... Il y a une espèce d'affolement là vis-à-vis de Trump. Gardons un peu notre sang-froid. L'Amérique n'est pas la France n'est pas l'Amérique. Voilà, on va voir ce qu'il va faire d'ailleurs, parce qu'il a promis beaucoup de choses pendant sa campagne. On va voir maintenant sur quoi il atterrit. Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Ça concerne directement la France, parce que pour l'instant, il a de la France une idée qui n'était pas très positive. Donc si jamais je suis élu président de la République, je m'efforcerai de le convaincre que la France est un grand pays. Et de lui dire quelques vérités ? Oui, le cas échéant. Par exemple ? Par exemple, que le protectionnisme est une absurdité, que ça nous conduira à une régression générale de la croissance sur la planète tout entière, et que même le protectionnisme, c'est plus grave que ça, parce que chaque fois qu'on en a fait, ça a débouché sur des périodes qui ont été très tendues, et même sur la guerre.
Alain Juppé, dimanche prochain, premier tour de la primaire de droite. On va en parler avec Cécile Cornudet, éditorialiste des Échos. C'est l'heure de... Bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Dans une semaine, premier tour de la primaire de droite. Alain Juppé est favori depuis des mois. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, plus récemment ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, ne promet ni le renouveau, ni de renverser la table, contrairement à certains de ses concurrents, même si son programme n'est pas forcément très éloigné de celui des autres. Alain Juppé, notre invité, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Merci. Et une première question, puisque vous avez dit récemment que si vous perdiez la primaire, vous respecteriez le résultat à condition que la primaire soit honnête. Ça veut dire que vous avez des doutes sur l'organisation? Juste avant de vous répondre, un petit retour sur votre présentation. Je promets moi aussi des réformes profondes. Vous dites sûr, que je ne promets mais pas vous n'avez pas des formules comme ça. Je m'engage sur des réformes profondes. Alors, sur la primaire, je n'ai aucune raison de penser aujourd'hui qu'elle ne se déroulera pas dans de bonnes conditions. Le comité d'organisation, la haute autorité ont fait un très bon travail et donc je suis très serein sur la façon dont les choses vont se dérouler. Il reste encore un petit problème, c'est de bien expliquer comment ça se passe. Oui. Comment on trouve le bureau de vote où on peut aller voter. Il y a un site internet, il y a un numéro d'appel. Mais cette phrase, vous ne la retirez pas alors? Non, vous me dites si elle est honnête, et je pense qu'elle va être honnête. Vous pensez, mais vous ne retirez pas la phrase pour autant. Écoutez, je pense qu'elle va être honnête, c'est ce que je vous dis de plus. C'est pas le problème aujourd'hui, je pense qu'elle va bien se dérouler, et qu'il y a une forte mobilisation. On l'a vu d'ailleurs dans l'inscription des Français de l'étranger, qui se sont inscrits, très nombreux pour aller voter. On va commencer par les cérémonies sobres et brèves de ce matin. 1 an après les attentats de Paris et Saint-Denis, plusieurs plaques avec les noms des victimes ont été dévoilées. Après le concert de Sting hier soir au Bataclan, vous étiez, vous, hier soir au restaurant du Petit Cambodge. C'est l'un des restaurants dont l'une des terrasses avait été fusillée. Il y avait eu 15 morts. Ça a une signification particulière, ce lieu, pour vous ? Écoutez, il se trouve qu'un membre de ma famille proche habite ce quartier, était présent le 13 novembre dans le quartier. Donc nous avons voulu dîner avec des amis dans ce restaurant qui a été entièrement rénové. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là et on sentait chez eux la volonté de ne pas se laisser impressionner et de maintenir leur mode de vie et d'une certaine manière leur joie de vivre aussi. Il y a quelques semaines, il y avait une idée qui avait été suggérée qui était de créer une journée d'hommage à toutes les victimes du terrorisme. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Je pense qu'il faut faire mémoire de ces actes de terrorisme qui sont nombreux. Depuis 2012, Mohamed Merah, ce qui s'était passé à Montauban et à Toulouse, et puis vous connaissez toute la suite, bien sûr. Et je pense qu'il est important que la nation commémore ces événements. Mais une journée particulière, vous seriez favorable ? Si vous étiez président de la République, vous feriez ça ? Je ne sais pas s'il faut multiplier les journées particulières, mais en tout cas, des actes de mémoire comme ceux qui ont été organisés aujourd'hui, qui le seront d'ailleurs tout au long de la journée, sont nécessaires parce qu'il ne faut pas oublier, il faut penser d'ailleurs aux familles des victimes, aux blessés qui sont parfois encore dans la souffrance, et donc il faut les accompagner, bien entendu. Vous avez dit aussi sur votre blog ce matin que face au terrorisme, tout dirigeant doit être responsable et à la hauteur. François Hollande a-t-il été à la hauteur ? Je pense que face aux actes terroristes qui se sont succédés, hélas, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, il y a eu une forte mobilisation, d'abord de la nation tout entière, et puis le gouvernement a fait son devoir. Mais François Hollande, il a été à la hauteur ? Je pense qu'il a effectivement réagi comme il devait réagir. La question de savoir aujourd'hui, c'est si nous avons tous les moyens de faire en sorte que la lutte contre le terrorisme soit gagnée et que la sécurité des Français soit assurée. Alors et cela, il y a encore là-dessus beaucoup de progrès à faire. Je pense en particulier au renseignement qui n'a pas encore atteint, je pense, l'efficacité qu'il devrait avoir. Nous avons fait une erreur avant 2012 en supprimant ce qu'on appelait à l'époque les renseignements généraux, c'est-à-dire le renseignement territorial au plus près des citoyens. Il faut absolument renforcer ce renseignement parce que c'est de là que viennent les signaux faibles. Ça, c'était Nicolas Sarkozy qui avait supprimé ça. Oui, enfin, vous savez, moi je critique pas ce qui a été fait avant 2012. Je regarde simplement la réalité en face. Il faut reconnaître ses erreurs. Et j'en étais. J'étais au gouvernement de 2011 à 2012. Vous assumez. Donc, je ne me défausse pas sur les camarades. Je dis simplement que nous avons fait des erreurs. Celles-là, il y en a eu d'autres. Et donc, il faut les corriger. Nous avons eu aussi tort de diminuer de 10 000 le nombre des fonctionnaires de police et de gendarmerie présents sur le terrain. Il faut absolument rectifier cette erreur aujourd'hui. Alors, parmi les outils, il y a l'état d'urgence. Notamment, Manuel Valls a laissé entendre qu'il pourrait être prolongé justement jusqu'à la campagne présidentielle. Peut-on vivre en état d'urgence permanent ? Tant que la menace est aussi forte qu'elle est aujourd'hui, on sait qu'elle est maximum, il faut que les pouvoirs publics se donnent les moyens de réagir. Mais vous savez, l'essentiel, c'est pas tellement la proclamation de l'état d'urgence qui permet de faire des perquisitions de... Mais il faut le prolonger. Est-ce qu'il faut le prolonger ? Il faut le prolonger tant que la menace est